Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin et je suis ravi de vous accueillir pour la saison 2 du podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspirés et surtout avoir des conseils sur différents sujets. Et aujourd'hui, dans le dernier épisode de la saison 2, nous recevons Yannick Matejisek. Je savais qu'il fallait bosser sur 90 grammes de glucides par heure à minima, même possiblement plus monter à 120 grammes sur le marathon. Pour arriver à l'acclimatation, il faut quand même du temps et le corps il est vraiment perdu. Va au maximum, donne tout ce que tu peux, quitte à finir à te coucher, à t'étaler après la finish line. Yannick s'est qualifié pour les championnats du monde Ironman à Hawaï en tant que triathlète amateur. En suivant ses aventures après notre premier épisode, j'ai décidé de le recevoir à nouveau pour qu'il nous fasse un retour sur cette expérience. Ensemble, nous allons découvrir son retour sur sa course, sur la logistique qu'il a mise en place pour un tel événement, sur la préparation physique et mentale qu'il a mis en place en amont de la course, et surtout, sa réaction suite à une chute en vélo quelques semaines avant. Bref, un partage complet et inspirant qui nous permet de nous plonger au cœur du mythe de Kona. Hello Yannick, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te recevoir du coup pour la seconde fois sur le podcast Loop sur le triathlon. Tu étais déjà passé dans la première saison et aujourd'hui je t'accueille pour un nouvel épisode sur la saison 2 pour faire un focus vraiment sur les championnats du monde. Pour ceux qui ne te connaissent toujours pas, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Salut Valentin, merci de me recevoir encore une deuxième fois. C'est un plaisir d'intervenir chez toi. Alors, moi j'ai 30 ans, donc Yannick Matejisek, 30 ans, triathlète depuis 6 ans, amateur, je bosse à côté à 100% de temps dans les forces de l'ordre et de 16h à 1h30 du matin. Et là, pour l'année 2023, je vais rentrer en catégorie pro parce que voilà, j'ai fait des bons résultats et j'ai envie de pousser un petit peu l'expérience et le bouchon un peu plus loin. Et puis, on verra ce que ça va donner. Bon, c'est un plaisir pour moi d'apprendre que tu vas passer professionnel, sachant que tu nous avais dit que c'était un de tes objectifs, peut-être. Et du coup, bah, là, ça nous permet d'acter cela. Donc, je pense qu'on va faire un petit focus sur les championnats du monde. Est-ce que déjà, pour aller très très vite et essayer de mettre les gens dans le bain, les auditeurs, peux-tu nous dire les résultats que tu as pu faire sur ces championnats du monde, qui étaient du coup sur Kona, et comment ça s'est passé très brièvement un petit peu la course de ton côté? Alors, je suis arrivé quatrième de mon groupe d'âge, donc 30-34 ans, sixième amateur overall, donc tout groupe d'âge et gender compris. Donc ça montre aussi le niveau qu'il y avait dans mon groupe d'âge. Et 44e avec les professionnels compris sur la course complète. Et du coup, ben, en 8h45, j'ai fait la course avec une natation relativement correcte en 57 minutes et des brouettes, si je dis pas de bêtises, ou 58, sans combi, malgré que je suis pas nageur, donc ça m'allait bien. Et puis, comme tu l'as su, j'ai été blessé aussi. Après, derrière le vélo, je crois que j'ai fait 4h38, si je dis pas de bêtises. Et après, le marathon, je l'ai fait en 3h04. Donc, ce qui m'a valu cette place. Et puis, bien content. En tout cas, j'ai tout donné, j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. Ok, bon, en tout cas, bravo et toutes mes félicitations pour ce résultat du coup, qui est quand même honorable et qui fait aussi le beau passage sur la partie professionnelle l'année prochaine. Tout s'explique, on va dire. Petite question du coup, quand est-ce que toi, tu te qualifies pour les championnats du monde? Sur quelle course? Pour donner un peu de sens aussi sur cette structure-là. Et on va essayer de comprendre comment tu arrives à ces championnats du monde, qu'est-ce qui se cache là-dessus, pour faire ensuite un focus réellement sur la course. Alors du coup, moi j'avais fait mon premier Ironman avec du coup cet objectif-là forcément de me qualifier en 2021. C'était à Vitoria qui de base devait être en juillet et en fait est tombé en septembre suite au Covid, à la période un peu post-Covid. Et du coup, ça m'a qualifié pour l'année d'après, 2022, parce que la qualification de l'année en cours s'arrête au mois d'août.
crois que ça s'arrête au 14 août, si je dis pas de bêtises. Donc, une fois que tu fais une course et que tu te qualifies après cette date-là, tu te qualifies pour l'année d'après. Ok. Et du coup, donc toi, tu as cette qualification. Comment tu réagis d'un point de vue organisation? Donc toi, tu te dis, OK, let's go, j'y vais. C'était ton objectif premier. On sait l'impact que ça a sous tous ces angles. Comment toi, du coup, tu gères toute cette partie de saison? Parce que là, du coup, tu as un an avant d'arriver à ces championnats du monde. Est-ce que c'est ton objectif ultime? Est-ce que tu te mets des objectifs aussi en amont sur un 73, sur d'autres courses? Comment tu gères cette partie-là? Alors moi, ouais, du coup, quand je me suis qualifié, je me suis dit, mon année, elle va être axée, c'est simple, sur les championnats du monde. Alors après, derrière, forcément, ça va être, moi, pour moi, en tout cas de mon côté, j'aime bien forcément agrémenter de courses parce que ça va faire partie de la préparation et même mettre un autre petit objectif aussi avant, qui était de nouveau Vitoria. Donc je l'ai fait à 2 reprises, en 2022, qui est cette fois-ci était resté au mois de juillet. Et c'est tombé sur une bonne période parce que du coup déjà c'était encore en chaleur et aussi c'était suffisamment avant les championnats du monde qui étaient en octobre pour pouvoir en fait repartir sur une base de préparation. Donc si tu veux, j'ai coupé la saison en deux où j'ai juste simplement fait que 2 foules. J'ai juste fait Vitoria en juillet et Kona, donc les mondiaux en octobre. Et après, j'ai agrémenté de 73 qui m'ont permis voilà, de pouvoir garder un peu de vitesse, aussi un peu cette adversité, d'aller me mesurer un peu aux autres, de voir un peu où t'en es aussi. Et derrière, après, ça a été vraiment par contre une saison ouais, voilà, basée sur le full distance pour ces deux objectifs-là, quoi. Et du coup, en tant qu'athlète, toi, tu réagis comment face à une échéance aussi longue? Est-ce que mentalement, tu arrives à te motiver tout le temps justement sur cette échéance-là? Tu sais que c'est ton objectif final? Ou est-ce que justement, donc là, tu disais l'adversité, essayer de garder de la vitesse, mais est-ce que ça serait pas un biais mental justement pour aller te motiver à des instants T et toujours t'entraîner de la bonne façon? Mm. Comment tu gères ça, toi, sur cette structuration qui est quand même très longue entre la qualif et les championnats du monde Mm. qui arrivent bien plus tard? Bah, c'est ça, comme tu l'as bien dit, il faut, je pense, garder une stimulation, en fait, voilà, si tu veux, de l'entraînement et de cet objectif-là qui est très très loin, où en fait, au final, tu peux pas t'entraîner dès le mois d'octobre de l'année d'avant, quoi. Et en tout cas, mentalement, moi, dans mon cas. Et il fallait justement que je coupe suffisamment, évidemment, la saison pour me stimuler, comme tu l'as dit, dans l'entraînement, continuer de se motiver à se faire mal qui est pas toujours facilement le cas, et garder en fait en visu cette finalité, cette course-là à la fin. Mais derrière, du fait de mettre des courses un peu avant, si tu veux, c'est pas que tu l'oublies, tu l'as toujours en tête, le championnat du monde à la fin de l'année, mais derrière, en fait, les autres courses et autres objectifs te permettent en fait d'avancer doucement, mais assez rapidement en fait vers ton prochain objectif. Et du coup, de bien découper, voilà, ça s'est bien passé mentalement en tout cas. Ok. Et donc du coup sur cette partie mentale et entraînement, j'ai bien cerné comment tu travaillais sur cette partie-là. Mais est-ce que sur la partie nutrition, typiquement, tu vas venir faire des tests dès le début, tout au long de la saison? Est-ce que tu viens tester plein de nouvelles méthodes? Ou alors, en fait, tu te dis, je vais tester que 3 mois avant parce que c'est là que je vais voir vraiment l'impact que ça a sur mon corps? Comment tu gères toute cette partie, par exemple, nutrition, sur cet exemple-là? Bah, par exemple, la partie nutrition, si tu veux, moi j'avais une base déjà faite de l'année, même de l'année d'avant, où je savais qu'il fallait bosser sur 90 grammes de glucides par heure à minima, et même possiblement plus monter à 120 grammes sur le marathon. Ok. Et c'est ce que j'ai fait, hein. D'ailleurs, sur cet objectif-là, pour tout vous dire, sur la partie vélo, je suis resté à 90 tout du long. Et après, d'ailleurs, sur la partie marathon, je suis monté à 120. Et ça, forcément, il faut le travailler. Et ça, j'ai commencé à le bosser dès le début. À partir du moment où j'avais des séances d'enchaînement et tempo, il faut habituer son corps à ingérer en fait autant de glucides parce que la course à pied avec les chocs, ça, c'est plus sujet à des troubles gastriques. Et donc, voilà, de vomir derrière et de plus pouvoir s'alimenter et donc partir en hypoglycémie et forcément foirer sa course.
Et d'ailleurs, même aussi sur le vélo, sachant que voilà, on est quand même sur 8 heures d'effort, voire plus, 9, 10, voire 15, ou même plus pour d'autres, ben, manger autant de glucides et entre guillemets toujours la même chose, voilà, pas tout le monde supporte bien la nutrition et cette gestion était obligée de la travailler, en tout cas en entraînement. Et dès le début, moi, dès le mois de mars, je m'y suis mis dedans, quoi. Ok, mais justement, toi, on en parlait aussi en off, le fait que tu sois triathlète amateur, que tu travailles à côté. On avait aussi bien focus là-dessus lors de la saison 1. Ça te prend quand même beaucoup de temps. C'est plus compliqué pour structurer aussi cette carrière-là et aller au niveau de performance que tu aimerais aller encore plus loin. Comment tu arrives à te former sur cet aspect nutrition? Comment tu sais que pour toi, c'est 90 grammes, que pour toi, sur la course à pied, c'est 120 grammes? Est-ce que tu te fais accompagner? Est-ce que tu lis de la donnée un peu partout, ce que tu peux trouver et tu testes sur ton corps? Comment tu gères toute cette partie-là, toi, en tant qu'amateur? Et j'espère que ça évoluera aussi en tant que professionnel la saison prochaine. Merci. Bah, du coup, j'ai l'avantage d'être bien accompagné par mon coach qui, lui, justement, lit ces différentes données, justement, et qui, après, derrière, nous les retranscrit et nous les explique. Bah, il les explique pas forcément à tout le monde, mais moi, je sais que je m'y intéresse beaucoup et je pose beaucoup de questions. D'ailleurs, je peux parfois même être un peu chiant en disant, mais pourquoi tu me mets ça? Pourquoi tu me mets ça comme ça? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi c'est ça? Qu'est-ce que ça fait au corps? Alors, il essaie de le vulgariser parce que déjà, tous les trucs qu'il lit, c'est en anglais pour la plupart. Ou sinon, d'ailleurs, c'est des mots à n'en plus pouvoir donc, que je ne comprendrais pas. Donc, au final, il nous les vulgarise et grosso modo, voilà, faut partir un peu sur ses bases. Si tu veux, le corps, c'est un peu comme un moteur qui a différentes on va dire, moyen d'essence, si tu veux, de marcher. Ouais, Et il y en a pas qu'un. Voilà, on n'est pas que sur un diesel, tu vois, si tu veux, et dont le glucide. Et donc, cette partie nutrition fait partie de cette avancée de moteur pour pouvoir aller plus loin, en fait, dans la performance. Ça en fait partie. Et ça, c'est vrai qu'une fois qu'on te donne les clés, bah, du coup, bah, voilà, moi, derrière, je le sais et on le bosse. Après, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a, par exemple, qui vont pas l'ingérer. Et là, ce que je pourrais conseiller à ces gens-là, ben, c'est de d'abord passer à 60. Tu vois, 60, ça reste quand même une très bonne base. ouais. Ça reste une bonne base. Et ben, du coup, de prendre 60 par heure et après d'essayer d'augmenter petit à petit sur cette course à pied. Et c'est pas parce que derrière, sur la cap, tu es bloqué à 90 que c'est la mort. Vaut mieux être bloqué à 90 et faire sa course correctement et bien plutôt que d'essayer de monter à 120 et de vomir et de s'arrêter 1 heure, tu vois. Donc forcément, ça c'est à tester. Tu as différentes marques que tu vas plus supporter que d'autres. Et ça, c'est un test en fait continuel. Moi, après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quand même un système digestif entre guillemets en béton. Où derrière, moi, je suis tombé direct sur ma première marque, 6D, et au final, ça s'est toujours très bien passé. J'ai vraiment pas eu de soucis. Il y en a, je sais, qui ont essayé cette marque ou d'autres marques et au final, voilà, ils ont dû essayer de changer en passant par celle qu'on connaît, Morten ou Punch ou autre. Ben voilà, faut passer, il faut essayer. Comme tu l'as dit, il faut essayer. Et si ça marche, après, voilà, faut rester et faut rester sur ce qui marche. Ok, ouais, mais je sais que par exemple, c'est vraiment, comme tu le disais, un sujet qui est assez compliqué en fonction des athlètes, que ce soit vraiment à tout niveau. Il y a beaucoup de questionnements sur cette partie nutrition. Est-ce que toi, tu as déjà eu des moments où c'était compliqué à l'entraînement quand tu as fait des tests de nutrition? Et comment tu arrives si c'est le cas, si c'est pas le cas, ça va être compliqué de me donner un autre élément de réponse, mais si c'est le cas, comment tu arrives à tirer une leçon de quel produit a eu tel impact à ce moment-là? Alors, moi, je vais te donner un exemple. Alors, à l'entraînement, généralement, justement, j'ai rarement de problème. Ça m'est arrivé peut-être quoi, juste peut-être une seule fois de faire une hypo sur un gros tempo. Et moi, là, je pense tout simplement, c'est même l'alimentation en amont. Il faut aussi penser à celle-là, où par exemple, voilà, tu vas te dire, là, je mange pas trop sucré, ou je mets moins de tel aliment, et ainsi de suite, pour le poids, pour voilà, un peu tous ces prises de tête qu'on a. Et au final, là, ce que je peux dire, c'est manger à sa faim, certes pas en excès, mais manger à sa faim, parce que là, tu vois, j'ai voulu jouer un peu sur ça, et au final, je l'ai payé.
Et voilà, on en avait discuté avec le coach et en fait, il en est ressorti qu'en fait, c'est vraiment la nutrition aussi en amont qui a pas été si bien gérée. Et quand j'ai réfléchi par rapport à ce que j'ai mangé, rien que ça, en fait, ben, ton corps, il te le fait payer direct. Et pour revenir après sur aussi ta question, ben, typiquement, alors ça va être pas sur la nutrition pure, mais à Hawaï, tu vois, sur le marathon, allez, sincèrement, les 15 derniers kilomètres, j'étais à deux doigts de faire un point de côté et j'avais le bide hyper enflé. Ok. Et je pense pas que c'est directement lié à ça, mais il y a aussi le fait que, étant donné qu'on est sur un endroit très chaud et très humide, j'ai aussi voulu beaucoup boire et je pense que j'ai même trop bu. Alors voilà, tu vois, sur un endroit où tu te dis justement, alors on a réfléchi, en tout cas, c'est des choses que forcément après, une fois que tu fais l'erreur, tu te dis comment je peux mieux gérer. Et je pense sincèrement que j'ai voulu tellement boire tout le temps et en quantité que le corps n'évacuait pas suffisamment avec tout ce qu'il avait évacué derrière, déjà dans l'effort, justement avec ce que je lui faisais ingérer en termes de sucre, en termes d'eau et tout ça. Et en fait, au final, après, j'avais le ventre sincèrement gonflé. Ok. Et derrière, après, j'avais vraiment un mal où derrière, j'étais à deux doigts de faire un point de côté. Sur la fin, je courais, en fait, où je me tirais la tréfonction pour éviter qu'elle appuie trop sur mon bide. C'était Ouais. insupportable. C'était vraiment insupportable. Donc après, toutes ouais, ces gestions, à partir du moment où tu fais ton erreur, et ben là, c'est là qu'il faut réfléchir ou essayer d'autres choses. Comme je te dis, si tu viens à vomir, est-ce que derrière, c'est parce que c'est la quantité? Est-ce que c'est parce que aussi en amont, tu as mal fait le taf? Voilà, tu as toutes ces questions à te poser et après, en fait, à retravailler en faisant mieux le taf en amont ou en changeant ta manière de faire pendant aussi, tu vois. Ouais, bah, on voit que c'est vraiment une remise en question, constante, quoi qu'il arrive quand tu es athlète et justement, bah, prendre de l'expérience malgré tout parce que c'est sûr que tu peux réfléchir à la course, mais il faut l'avoir vécu au moins une fois, de faire les courses, dans des conditions, comme Hawaï pour pouvoir en tirer des conclusions, quoi. Bah, merci franchement pour ton partage sur cette partie nutrition qui est vraiment un élément, très important pour le triathlète et qui est aussi très différent en fonction des différents profils qu'on a. Et ma question sur la partie plus du coup physique, est-ce que avec ton coach justement, j'ai bien compris que vous travaillez en doublon. J'avais aussi cerné dans le premier épisode que par exemple l'aspect natation, tu avais essayé de faire des tests, c'était pas ton sport préféré, on va dire. Est-ce que tu as eu une structuration de l'entraînement qui a été différente dans l'objectif de ces championnats du monde? Ou alors tu as gardé un peu ta routine et tes habitudes que tu avais dans la répartition entre le vélo, la natation et la course à pied? Alors, autant donné que je bosse à temps complet et que voilà, j'ai pas de possibilité de faire un peu comme je veux, j'ai toujours le même planning, voilà, qui est calé sur 2 semaines, mon planning de boulot. Donc forcément, je dois faire en fonction de ça. Et pour avoir un volume correct, en tout cas pour pouvoir bien réussir en termes de performance, l'Ironman, il fallait rester sur une gestion, on va dire un volume constant, si tu veux. Je pouvais pas me permettre, admettons, de faire que 10 heures et puis d'un coup essayer d'aller chercher 30, 40 heures, tu vois. Ça, c'est pas Ouais. possible, tu vois. C'est pas possible d'aller chercher cette manière de travailler. Donc, je suis resté toujours sur un volume relativement constant avec une répartition et une routine aussi assez constante. Par exemple, je fais toujours natation lundi, mercredi, vendredi et voir parfois je m'en rajoute une de plus, tu vois. Ça reste relativement toujours pareil. Mais quand je suis en jour de repos au boulot, c'est aussi là généralement où je triple. Tu vois, ça reste toujours c'est cette entre guillemets routine. Et après, ce qui va changer à l'approche des objectifs, des courses ou pas, selon, ben en fait, ça va être justement le volume et le travail à l'intérieur de ces entraînements. Donc voilà, par exemple, en ce moment, on est plus en période hivernale, reprise, coupure, on maintient tout ça. Ben voilà, je vais pas aller faire 180 km avec du tempo enchaîné à pied. Là, c'est un non-sens complet, tu vois. Mais Ok. derrière, voilà, je vais continuer comme je disais, en ces périodes, de faire du vélo. Et là, plutôt que de faire que du contre-la-montre,
Moi, là, tu vois, ce que j'ai bien envie de faire, c'est aller faire un peu de cyclocross ou VTT, ce genre de choses, tu vois, pour pouvoir un peu changer de la routine et passer un peu sur autre chose. Voilà, par exemple, pour la course à pied, plutôt que de rester que sur la route, tu vas faire un peu admettons, de trail ou des courses nature, tu vois, ce genre de choses. En plus de la balade que tu peux faire dans ton coin, si tu l'as pas trop reconnu, si t'as une belle région, bah voilà, tu vas un peu marcher par-ci par-là. Après, bon, la natation, ça reste en bassin, mais voilà, c'est des choses qui changent pas trop. Ok. Et on en avait déjà discuté dans le premier épisode de ton jour off. Est-ce que Ouais. ça, c'est quelque chose que tu as conservé? Et aussi, on discutait de tout l'aspect aussi un peu kiné qui venait se caler sur ce jour off. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as gardé? Et si oui, quels sont les bienfaits que tu peux en tirer aujourd'hui? Alors oui, ça, je l'ai gardé totalement. Parce que du coup, au final, voilà, ce jour off pour moi qui bosse beaucoup, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment indispensable. Parce que du coup, quand tu bosses 38 heures semaine, ben, derrière, et en plus, tu vois, à finir à 1h30 du matin, le temps de rentrer, de se coucher, je suis pas couché avant 2h15 minimum si j'ai pas fait d'heures sup. Et après, derrière, le lendemain, quand je me lève à 9h, tu comptes, ça fait moins de 7 heures de sommeil si encore j'ai fait une nuit complète. Donc, je sens, tu vois, au fur et à mesure des jours, même de boulot, que quand je finis vers les 1h30, tu vois, je suis fatigué. Et ce jour off ou derrière, ça me permet justement de dormir. Déjà, tu vois, souvent sur ce jour off, je vais me réveiller vers 11h, 11h30, voire même midi. Et même parfois, ça m'arrive quand je suis vraiment, vraiment mort, plus tard, tu vois. Et derrière, justement, je cale le kiné qui me permet de m'étirer ou sur des endroits où je peux avoir des douleurs, par exemple la cheville, n'importe quoi, ou j'ai eu une période où j'ai été aussi un petit peu, je me suis un petit peu blessé. Par exemple, après Vitoria de cette année, j'ai eu une douleur au genou, tu vois, que voilà, j'ai pas trop partagé sur les réseaux, mais j'ai eu une petite douleur. Heureusement, ça m'a pas trop gêné, mais tu vois, je suis arrivé au kiné et je lui ai dit, chez le kiné, je lui ai dit, voilà, j'ai cette douleur-là, et puis du coup, il a plus accès dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, derrière, il traite, tu vois. Soit derrière, en fait, il me fait faire des étirements quand tout va bien. Et si derrière, j'ai une douleur, ben, derrière, en fait, il va traiter cette douleur. Et puis, vu qu'il est en plus en lien avec un médecin du sport, s'il y a besoin, ben, voilà, je peux aller faire radio ou autre assez rapidement, tu vois. Donc, c'est Ok. vraiment un bienfait et un avantage, en fait, de s'entourer un peu, si tu veux, entre guillemets, d'un staff médical. Il n'est pas à toi, tu vois, mais ça permet en tout cas d'avoir les bons conseils quand il faut et assez rapidement, tu vois. Ok. Ouais, c'est cool d'avoir ce retour justement quelques mois après, de voir l'impact que ça peut avoir sur toi et qu'est-ce que tu en tires comme bienfait. Parce que ouais, je pense que justement, moi, c'est ce que je t'avais dit dans le premier épisode, en tant que triathlète, j'hésite toujours à faire ce jour off, je le fais de temps en temps quand vraiment je ressens le besoin. Et là, d'avoir ton retour, bah, c'est sûr que je pense que pour des auditeurs aussi, on se retrouve là-dedans et on essaye de tous trouver comment on peut le mieux agencer possible en fonction de nos problématiques communes, quoi. C'est ça. C'est ça, et le boulot. Mais après, voilà, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Et puis derrière, si tu as besoin de ça, par exemple, il y en a, ça va être le boulot, comme moi, c'est mon cas, et moi, c'est dormir. Et ben d'autres, ça peut être par exemple une journée en famille, admettons. Il peut avoir pas ressentir cette fatigue parce qu'il a très bien géré ou il a un corps qui gère bien aussi. Et ben derrière, il se dit bah là c'est moi je vais me faire une journée off parce que j'ai envie de passer du temps en famille ou avec mes amis. Et lui, ça va être son indispensable, tu vois. Donc après, comme tu dis, c'est propre à chacun. Toi, peut-être que ce serait pour faire un peu plus de boulot sur ce que tu as à faire, tu vois, tes podcasts et tout ça. Donc voilà, chacun le prend comme il le sent. Ok, ouais, c'est cool, merci. Merci pour ton partage. Et justement, moi, je me pose une question. Donc là, on est vraiment sur la partie championnat du monde. Tu nous as bien expliqué la nutrition, l'entraînement, c'est super intéressant. Mais quelque chose qui est quand même conséquent, je trouve, c'est toute la partie logistique. Euh, Toi, en tant qu'athlète en plus amateur, à ce moment-là, comment tu gères ça? Est-ce que tu t'y prends vraiment en amont et tu te dis, bah, de toute façon, parce qu'on sait que ça représente quand même un coût. Est-ce que tu gères tout seul? Tu te renseignes comment sur les billets d'avion, sur le logement, sur cette partie-là?
Et est-ce que tu prends le risque de prendre tes billets un an avant, sachant qu'on sait que c'est aussi un sport qui, on en parlera juste après, justement avec ta chute en vélo avant les championnats du monde, qui a ses risques aussi du côté des blessures, quoi. Comment C'est toi ça. tu gères ça et où est-ce que tu t'es renseigné pour essayer de mettre tout en place pour que ça se passe le mieux possible? Ouais, alors du coup, sur ça, j'ai vraiment, tu vois, par exemple pour Kona, qui est justement une gestion vraiment particulière parce que tu as beaucoup d'heures de vol et tout ça pour y aller. Ça, je sais que je l'ai pris tout de suite dès que j'étais qualifié. Même, il y avait même pas les vols. En fait, j'ai dû même attendre un petit peu. Bon, après, ça a été un an, ça s'est resté un an à l'avance parce que j'avais trop d'avance. Mais une fois qu'après tout s'était débloqué, j'ai tout de suite pris mon vol aller-retour. Tout de suite pris mon vol aller-retour. Après, il y avait une assurance. Ça aussi, tu peux ou tu peux ne pas la prendre. Mais cette assurance annulation que tu peux rajouter et qui te rajoute un peu de frais malheureusement. Mais après, selon comment ton budget il est serré ou pas, à toi de le voir si tu le prends. Moi, je sais que je l'avais prise au cas où. Ensuite, après, en termes de logement aussi, ça je l'ai pris de suite. Et ça, je pense que j'ai bien fait parce que ceux qui se sont qualifiés justement le plus tard possible, ben, en fait, derrière le logement, ils ont eu un peu ce qui restait, quoi. Parce que sur une île, en fait, qui est au final pas très très grande, tu te retrouves avec 5-6 000 athlètes, sans compter les familles et les habitants. Donc après, donc là, c'est typiquement Airbnb. Donc là, j'avais pris sur Airbnb. Et pour tout ce qui est comparaison, vol et tout ça, donc je m'étais renseigné auprès de, j'allais dire entre guillemets, d'anciens ou on va dire expérimentés, voilà, de personnes que je côtoie qui l'ont fait un certain nombre de fois, que ce soit le team Rougeau, du team Rougeau, que ce soit du team Argon ou d'autres voilà, que j'ai pu côtoyer. Derrière, voilà, je leur ai demandé conseil sur à peu près où prendre le logement, ou même, tu vois, rien que sur les visites aussi. Hein. Derrière, ça reste pas que le côté sport, mais sur ce qu'ils me conseillaient de visiter, de faire et tout ça. Donc après, une fois tout ça emmagasiné, après voilà, j'ai pris mes vols et le logement. Et pour tout ça aussi, tu peux le prendre sur les comparatifs sur Internet, tu sais, pour le vol. Ouais, Style kayak, ce genre de truc. J'ai plus l'autre site en tête, t'en as deux. Mais ça, ce qui est bien, c'est que voilà, ça te le calcule automatiquement. Tu mets ton aller, tu mets, je veux dire, ton vol aller avec la destination de départ et d'arrivée. Et derrière, il fait ses recherches, il son calcul tout seul et avec les meilleurs prix et en fonction des compagnies différentes. ok. Donc voilà un peu comment je l'ai joué. Et toi, tu fais le choix d'arriver combien de temps avant et de rester combien de temps justement sur Hawaï, sachant qu'il y a quand même un décalage horaire qui doit être conséquent à emmagasiner pour ton corps et aussi pour ton esprit. Comment toi tu gères cette partie-là? Alors sur ça, j'avais pris la décision de au moins arriver une semaine avant. Ça, je pense que c'est le au moins vraiment. Si tu peux plus, vaut mieux le faire, mais c'était au moins. Et après, par contre, je suis resté une semaine après. Parce que, alors que j'aurais pu, tu pourrais me dire, tu aurais pu venir 2 semaines avant, faire la course et partir. Mais évidemment, vu que ça reste un endroit paradisiaque et un peu exceptionnel, forcément, je voulais la jouer bien pour ma course en venant voilà, une semaine avant. Mais derrière, je voulais rester et profiter du lieu, quoi. Qui reste un lieu vraiment magnifique et où derrière, il faut pouvoir visiter et prendre du temps pour tout ça, en tout cas. Parce que moi, j'étais allé avec un couple d'amis et après ma famille. Donc après, forcément, on a profité, tu vois. Ça, c'était un peu la chose, selon moi, indispensable. Mais après, pour ceux qui l'ont fait un certain nombre de fois, le côté visite, il rentre moins en compte. Donc, Ouais. après, tu peux peut-être te dire, là, voilà, je vais peut-être plus axer sur la perf et peut-être venir un peu plus qu'une semaine avant. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais après, c'est des leviers aussi de, finalement, de motivation. Tu vois, malgré tout, toi, c'était un de tes sujets qui te motivait derrière de découvrir cette île. Et c'est ce qui fait que c'est un souvenir, et peut-être c'est ce qui fait que ça va te motiver l'année prochaine pour continuer à t'entraîner fort, pour essayer de revivre ce moment-là, quoi. Ah, c'est ça. Mais comment,
comment toi tu t'acclimates à la région? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça reste assez simple pour toi? Est-ce que tu appréhendes un peu les conditions météo au moment de la course? Alors moi, je les ai appréhendés, ça c'est sûr, mais après, d'ailleurs, j'ai fait un peu en sorte quand même de, de, de- d'arriver à acclimater. Donc l'avantage, c'est qu'aussi je vis dans le sud maintenant, et il a fait un été très très chaud, tu vois, avec des températures style 40 degrés, 45 degrés. Et ça m'est déjà arrivé pendant des journées comme ça, qui moi en plus commence mes entraînements aux alentours de 10 heures et qui finit vers 15 heures quand je travaille. Bah, au final, c'est en plein cagnard, quoi. Donc ça m'est déjà arrivé de faire 5 heures de vélo alors qu'il faisait 40-45, même pas au soleil, en température normale, tu vois. Et là déjà, rien que ça t'acclimate. Donc tu te dis, la région où je suis, après de toute façon il fait chaud partout dans la France hein, en cette période. Donc tu sais que derrière tu vas ramasser et tu vas t'acclimater grâce à notre pays, tu vois, et aux températures estivales. Mais après, derrière, forcément, quand tu arrives là-bas, il y a un truc que nous, en tout cas ici dans le sud, on n'avait pas, c'était cette humidité, qui est une humidité de 75% minimum. Et forcément, ben, tu dis comment mon corps va réagir. Donc là, après, tu peux mettre différentes choses en place. Voilà, comme tu as dû peut-être déjà entendu parler. Bah voilà, le vélo dans la salle de bain, ce genre de choses, où tu vois, où tu fermes toutes tes portes, tes fenêtres, et après, de toute façon, la chaleur et le lieu fera le jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est des bonnes solutions, mais vu d'extérieur, ça paraît un peu barbare comme technique, quoi. Mais Ça l'est, et puis derrière, en plus, c'est vraiment pas facile, parce que vraiment, tu vois vraiment que le corps, en fait, pour arriver à l'acclimatation, il faut quand même du temps, et le corps, il est vraiment perdu. Des valeurs que tu vas faire dans un temps, on va dire, normal, tu vas plus les faire pareil. En fait, tu vas avoir un ressenti d'effort qui va être totalement déréglé. Ta fréquence cardiaque va être totalement différente aussi, tes watts différents aussi, pour un ressenti différent. Et ça, il faut se dire que voilà, il faut être quand même patient sur cette préparation qui sont, on va dire, on est sur un climat entre guillemets un peu extrême. C'est pas ultra extrême non plus. On n'est pas dans la vallée de la mort, tu vois, mais ou dans le Northman. Mais voilà, ça reste quand même des climats qui sont pas normaux pour là où ouais, on vit, tu vois. On ouais, vit c'est pas en France, européen. Ouais. Mm. voilà, c'est ça, c'est pas européen. Donc voilà. Ok. Mais justement, on va faire un petit focus sur la course et tu vas nous expliquer un peu comment toi tu le ressens. Mais j'ai juste envie de te poser une petite question avant sur justement un fait qui est arrivé avant la course. J'ai vu que tu étais tombé du coup en vélo, ce qui t'empêche de nager. J'ai plus les délais en tête, tu vas nous les redire pendant un petit moment quand même avant la course. Moi, j'ai que le retour que je vois sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je vois que ce fait-là n'a très peu d'impact sur toi. C'est-à-dire que comment tu l'expliques, comment tu réagis face à ça au moment où tu tombes et tu te dis ok, c'est pas grave, je vais le prendre comme quelque chose de bénéfique et je vais agir de telle manière. Comment tu as réagi toi en tant qu'humain face à cette blessure qui était quand même arrivée au dernier moment, quoi. Ouais, bah déjà, c'est arrivé à 4 semaines, grosso modo, de la course, si je dis pas de bêtises, et ça m'a empêché de nager pendant 15 jours. Alors, forcément, quand je suis tombé, je me souviens très bien, en plus, je suis tombé à 50 mètres de chez moi, c'était une chute vraiment conne, où derrière, j'avais juste 1 heure et demie de vélo à faire, cool, donc tu vois, il y avait rien de particulier. Comme quoi, ça peut arriver à tout moment. Et là, je te dis direct, le premier truc auquel tu penses, et je pense que ça peut être dans la majorité des cas, ben, de toute façon, tu brasses du noir, tu dis, voilà, qu'est-ce qui va arriver, pour combien de temps j'en ai, combien de temps il faudra pour me remettre, etc., etc. Et après, au final, de toute façon, tu viens à te dire, en fait, c'est fait, c'est fait. Faut que tu te dises, de toute manière, tu as beau te poser 10 millions de questions, dire pourquoi moi, est-ce que derrière je vais pouvoir participer, est-ce que je vais être à 100%, est-ce que si, est-ce que mi. En fait, voilà, le fait, il est arrivé, il est là, et de toute façon, il faut que tu deals avec.
Et donc voilà, je suis allé aux urgences, 2 points de suture au majeur, 2 points de suture à l'index. Donc forcément, ça allait être compliqué de pouvoir nager. Et puis avec des grosses pizzas qui aussi là-dessus, c'était pas possible. Après, j'ai fait un truc un peu, il y en a, ils me diront c'était débile, mais ça c'est, tu vois, c'est un peu le côté pour se rassurer, pour tout vous partager. Quand je suis rentré des urgences, je suis allé courir 15 bornes. C'était pour voir, même si tu vois, j'étais empégué de pansement et tout, de tout ce que tu veux. Je me suis dit pour voir est-ce que ça passe, tu vois. Et donc du coup, au final, c'est passé. Donc niveau douleur, on va dire osseuse, ça allait. Donc en gros, ça veut dire grosso modo rien de cassé. Et à ce niveau-là, hors la main qui a vraiment ramassé, où j'ai fait quand même une radio, et bon, la radio a dit que j'avais rien de cassé, donc tant mieux. Mais ça a mis vraiment du temps parce que j'étais vraiment très enflé, et puis avec les points de suture aussi, c'était pas simple. Et après, derrière, forcément, c'est là où j'ai rajouté plus de kiné. Là, je suis tout de suite allé, tu vois, de base, c'était une séance semaine. Là, forcément, pendant quelques jours, tu vas pas t'entraîner pareil. Et à ce moment-là, du coup, j'y suis allé plus de fois pour un peu me faire checker et voir si ça allait. Après, derrière, au niveau musculaire, par contre, forcément, quand tu prends un choc, t'as un petit moment où il faut un peu que ça se réadapte, tu vois. T'as des choses qui s'est passé dans ton corps que là, je peux pas expliquer. C'est plus les médecins qui seront en mesure d'eux, mais voilà, où forcément, tu vas avoir besoin un peu d'évacuer tout ça. Et donc, faut prendre ce petit temps un peu de récupération. Et pour Ouais. revenir à la natation, si tu veux, où là, par contre, donc, j'ai pu continuer de rouler, j'ai pu continuer de courir. Donc, j'ai fait quand même une période d'home trainer, forcément pour éviter de ressortir. Et si jamais je retombais et tout ça, puis de toute façon, mon vélo, il était en révision, le vélo de contre-la-montre. Donc, je me suis mis sur l'home trainer avec mon vélo de route. Et donc, tu as eu ces petites périodes-là. Et ensuite, après, derrière la course à pied, ça allait. J'ai fait un petit peu moins de volume aussi pendant la semaine de la chute pour pouvoir aider un peu mon corps à récupérer aussi. Et après, tu vois, comme j'ai adapté, j'ai un peu partagé là-dessus sur les réseaux. J'ai fait de la sorte de musculation, entre guillemets, avec les élastiques, comme j'avais fait en fait au final pendant le confinement où derrière j'ai fait des mouvements en essayant de me rapprocher le plus de la nage. Donc voilà, avec des élastiques avec plaquettes. Et derrière, je faisais différents mouvements et exercices que j'avais partagé d'ailleurs pour pouvoir un peu tabler, si tu veux, à cette période où j'ai pas pu nager dans l'eau. Mais du coup, je voulais garder quand même le côté musculaire, si tu veux, de la natation, quoi. Ouais, bah, franchement, enfin, moi, vu d'extérieur, tu as quand même bien réagi face à cet élément-là. C'est jamais simple, surtout 4 semaines avant. Et ça me permet de faire la transition sur la course. Justement, comment se passe la natation? Comment se passent tes transitions? Est-ce qu'elles sont longues? Est-ce que c'est compliqué sur une course comme Kona? Et après, comment tu vis justement toute cette course? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton ressenti là-dessus? Alors, du coup, la partie natation, pour le coup, c'est pas trop mal passé. Alors, tu vois, on en avait discuté avec le coach pour des non-nageurs. Souvent, en fait, quand tu as même une coupure, comme c'était le cas pour moi, tu vas pas avoir, en fait, une grande perte, si tu veux. Parce que la technique, en fait, elle est pas ouf et de base. Et en fait, tu perds pas plus en technique, si tu veux. Et la caisse, on l'a quand même, malgré que tu peux pas nager pendant 2 semaines. Derrière, voilà, j'ai continué de rouler, et de m'entraîner, et tu perds pas la caisse comme ça, tu vois, en claquant des doigts. Donc, au final, j'ai fait une natation en plus, malgré 2 arrêts dans l'eau, parce que j'ai failli perdre ma montre. Bête, tu vois, je sors en fait dans quasi les mêmes temps que j'ai fait à Vitoria, alors que j'étais en combi. Alors que là, c'était sans combi et en océan. Donc, tu vois, j'étais quand même vraiment satisfait. Quand j'ai lapé en sortant de l'eau, je me suis dit, c'est bon, je suis dans ma course, tu vois. Alors après, ça aurait pu être pire, tu vois. J'aurais pu voir 1 heure et des brouettes et en fait dire, putain, merde, merde, j'ai fait une natation un peu merdique. Mais en fait, dans tous les cas, il faut se mettre dans sa course. Et après, la partie transition, quand tu continues, ben, elle est un peu longue. Celle, en tout cas, des âgés, je sais pas celle des pros, comment elle était. C'est un peu long parce qu'en fait,
tu es un peu sur une sorte de baie, si tu veux, et derrière, le parc à vélo, il est géant, quoi. T'as plein de vélos, et forcément, selon où tu es placé, ben, après, derrière, en fait, tu cours le long des tapis et jusqu'à que tu passes tout le parc à vélo. En plus, quand derrière, tu as passé aussi là où tu récupères tes sacs de transition. Et donc forcément, ça fait un petit peu de course. Mais après, sur ça, tu vois, dans l'ensemble, ça a été, tu vois. J'ai été vraiment content. Ok. Et est-ce que tu as ressenti un stress plus fort que sur d'autres courses ou pas du tout de ton côté? Non, généralement, non, parce qu'après, je me dis, voilà, j'essaie toujours de positiver et quand je commence un peu à me mettre dans ma bulle, etc., même si tu peux avoir toujours des doutes qui viennent, parce que parfois, voilà, quand tu fais des rappels d'allure, tu vas pas être dedans, tu vas te sentir un peu fatigué. En plus, ouais, quand tu arrives sur place avec l'humidité et la chaleur, forcément, le corps, il réagit différemment. Mais avec toute l'année que j'ai pu faire, hormis voilà cette chute-là bête, mais encore qui m'a rien cassé, je me suis dit en fait le travail il est fait. Il faut se dire qu'à partir du moment où t'as pas eu de gros soucis majeurs, quand je dis majeurs, c'est que ça t'empêche vraiment de t'entraîner sur une discipline où tu dois vraiment couper totalement une préparation ou autre. Le travail il est fait. En tout cas, comment tu as pu le voir et l'agencer et le prévoir, le travail est fait. Après, derrière, en fait, tu as juste à faire ce que tu sais faire. Et après, derrière, bon, que tu loupes ta course ou pas, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, en amont, je savais que le travail était fait. Ok. Et justement, sur cette partie course, je sais que tu vises à chaque fois la performance. Est-ce que tu as quelqu'un sur le côté qui te donne les infos, qui te dit où tu es situé dans ta course? Comment tu arrives à te jauger là-dessus? Ou alors tu es vraiment focus sur toi, tu essayes de donner le maximum de ce que tu peux te donner à ce moment-là, et tu dis, bah en fait, on verra bien, je cours pas après les autres, et puis je verrai le résultat final. Comment toi, tu as fonctionné sur cette course? Alors sur cette course, étant donné que j'avais ma famille avec moi et un bon club, bon groupe de Frenchies aussi, parce que sur cette course qui est c'est assez exceptionnelle, tu sais, t'as la parade des nations. Mm. Et donc ça c'est vraiment cool. Donc tu vois un peu les Français et bon forcément t'en connais qui sont sur place. Je pense voilà à des personnes que je côtoie dans le team Rougeau, à Herman ou d'autres, où forcément derrière en fait vraiment un bon groupe. Même encore pour te donner une petite anecdote, quand j'ai pété mon dérailleur et que je l'ai partagé sur les réseaux, ben, quand la compagnie a pété mon dérailleur et que je l'ai partagé sur les réseaux, j'ai même quelqu'un qui m'a dit si tu veux, jeudi, je fais ma course et je te prête mon dérailleur pour samedi. T'imagines? Donc, tu vois, t'as quand même des mecs où derrière, en fait, t'as quand même. C'est même encore plus particulier, cette course. J'ai ressenti encore plus, en fait, d'entraide entre les Français. Ok. Et là où je veux en venir, c'est que déjà, donc, il y avait ma famille où je leur avais donné un petit peu des consignes en leur disant voilà, si vous me voyez en fonction de l'application, vous me tenez au courant. Et derrière, en fait, on avait aussi bah, du club français qui savait, bah, qui me connaissait en tout cas, me donnait aussi les infos. Donc en fait, Ok. ça me permettait d'en avoir assez régulièrement. Mais toujours, par contre, ce que je fais, ça aussi, donc tu vois, c'est une première chose, mais je fais toujours aussi en fonction des pacings que je dois tenir. En fait, je fais toujours le maximum possible. Donc au final, en fait, là où j'en suis ou pas, la course, en fait, je la fais comme je dois la faire, si tu veux. Après, forcément, si j'ai quelqu'un devant moi, je vais essayer de le rattraper. Je vais essayer, voilà, à un moment, tu vois, avec d'ailleurs celui qui finit juste à 30 secondes devant moi sur le podium AG. Il y a une bonne partie de course où on était ensemble et c'est moi qui ai fait un peu le yo-yo, si tu veux, sur la partie course à pied où derrière, en fait, je fais un très beau début de marathon, je reviens sur lui, j'explose dans Energy Lab et après, derrière, si tu veux, je le laisse partir. Et après, c'est lui qui explose plus loin. Et je le vois plus loin sur la Queen K, tu vois. Et après, j'essaie de revenir. Et c'est là où tu te mets, ben, t'es déjà un peu en mode survie. Mais là, tu te dis, allez, il faut que j'essaie de le rattraper. Et tu peux essayer de te pousser encore plus tes limites par rapport aux limites que tu te connais déjà, tu vois. Mais Ok. donc, tu vois, il y a un peu de tout, si tu veux, pour répondre à ta question, il y a un peu de tout. Tu as un peu des personnes qui me donnent un peu des infos, il y a un peu le côté adversité, parce que sur une course, tu as énormément de densité. Donc, en fait,
t'as beau courir très bien ou t'as l'habitude d'être un peu, entre guillemets, de faire des perfs qui sur des courses, ça pourrait être, tu pourrais mettre 10 minutes au deuxième, par exemple. Bah là, en fait, tout le monde est vraiment un peu dans le même niveau, si tu veux. Tu vois, le premier amateur, il me met 3 minutes. Ouais, Sur 8h45 de course, il fait 8h41 et des brouettes, je crois, ou 42, et au final, c'est rien. ouais, C'est franchement, rien. Donc, du coup, en fait, tu vois, c'est le niveau, ouais, il il est danse, vraiment hein. similaire et super dense. Et du coup, après, voilà, ce côté où tu te dis, il faut que j'essaie de le rattraper, il est là aussi, tu vois. Ouais. T'es pas tout seul. Et après, bon, forcément, t'as tes limites et ton propre corps et toutes les questions qui viennent dans ta tête, ou derrière, t'as qu'une seule envie, c'est aussi rallier la ligne d'arrivée, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, franchement, c'est vrai que ça doit être une sacrée expérience. Et ça me permet, à chaque fois, je finis toujours par deux questions sur le podcast, mais là, je vais pas te les reposer parce qu'on connaît déjà tes réponses sur ce point-là. Donc, je vais essayer de m'adapter. Ça va être quand même assez similaire. La première question, c'est, du coup, quel est ton plus beau souvenir associé à Kona, qui peut être soit sur la course, qui peut être sur ta préparation, qui peut être sur la semaine d'après, mais qu'est-ce qui, pour toi, tu vas garder en tête et qui peut donner aussi un peu des étoiles dans les yeux à nos auditeurs? Alors, sur l'après-course, c'était tout ce que j'ai pu partager sur l'île avec ma famille et notamment, je dirais, le snorkeling, tu vois. C'est vraiment quand j'ai pu, entre guillemets, plonger. C'est pas vraiment de la plongée, mais tu sais, quand tu prends ton masque tuba et que tu regardes sur les plages, c'est vraiment une beauté, mais c'est un truc de fou, quoi. T'es dans le monde de Nemo au niveau des poissons, tu vois, les coraux et tout ça. Donc ça, c'était génial d'avoir pu partager ce genre de choses avec eux. Et sur la course même, ouais, franchement, typiquement, c'est quand je suis arrivé sur la finish line où, tu sais, t'as énormément. En fait, ils ont mis en place comment ça s'appelle, pour pouvoir s'asseoir là, Des voilà, gradins. ouais, des gradins, c'est ça. Et en fait, t'as énormément de monde et tout le monde crie et tout ça, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Et t'as même associé un peu à ça, t'as aussi le départ où derrière, un peu, tu vois, avant de partir, t'as quand même l'hymne américain qui est chanté, tu vois. Et tout le monde se tait, tout le monde est debout. Et derrière, en fait, t'écoutes ça, déjà c'est super bien chanté, etc. Et après, derrière, ben voilà, tout le monde se motive, voilà, t'as de la musique, en plus typique de là-bas, tu vois, de la Polynésie. Ce genre de choses, c'est des choses qui sont exceptionnelles, tu vois. Donc, bon, je t'ai répondu sur plusieurs choses, mais en fait, j'arrivais pas à me décider. C'est en fait, l'ensemble est vraiment exceptionnel. Ok, bah nickel, c'était une super réponse, merci à toi. Et la seconde, normalement, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi? Mais ça, tu nous avais déjà répondu dans la saison 1. Et du coup, j'ai envie de l'adapter parce que tu nous partageais quelque chose tout à l'heure, c'était ta douleur au ventre sur la partie nutrition. Et du coup, je vais te demander, lorsque tu avais mal au ventre sur cette partie course à pied, tu te disais quoi justement mentalement pour faire face à cette douleur? Je me disais, tu vois, je veux dire, là, je pensais plus à la performance justement, parce que derrière, tu te dis, voilà, je commence à avoir un petit souci, entre guillemets. T'as pas envie de perdre ta place. Voilà, j'avais le point, c'était le moment aussi, j'avais en point de mire le troisième devant moi. Derrière, tu dis, bah voilà, t'as pas fait tout ça pour rien. Il reste plus grand chose par rapport à tes 8h45, 9 heures de course là. Voilà, fini, va au bout, tu fais ce que tu peux faire pour pouvoir te mettre à peu près bien, adapte ta foulée, voilà, peu importe. Tu dis, t'as pas fait tout ça pour rien, justement, là où t'es placé, quand même, t'as fait une belle course. Va au maximum, donne tout ce que tu peux, quitte à finir à te coucher, à t'étaler après la finish line, tu vois, parce que de toute façon, tu seras ramassé. Il y avait il y avait des bénévoles toujours, qui attendaient à la finish line au cas où, tu vois. Voilà, en grosso modo, si tu veux, je me motivais comme je pouvais dans ma tête en me disant, voilà, faut que tu continues. Et derrière, tu t'arrêtes pas là, tu craques pas pour rien. Je savais pas trop à quelle place, tu vois, j'étais non plus. Je me disais pas, je savais que j'étais quatrième, ou je savais que j'étais le sixième amateur. Je savais que j'avais fait une belle course dans tous les cas. Mais voilà, il fallait pas que je craque, pas que je me fasse rattraper.
et surtout que voilà, je finisse au maximum possible, tu vois. Ok, au top. Bah, franchement, merci à toi pour cette réponse concrète et nous faire rentrer aussi à l'intérieur de tes sensations et de ta motivation personnelle. En tout cas, c'était très cool de tourner ce deuxième épisode avec toi et je vais suivre de très près l'évolution de ta carrière sous tous ses angles. Donc, merci pour tout et puis merci pour ce partage surtout sur les championnats du monde. Mais de rien, Valentin, merci à toi encore de m'avoir reçu. Et puis, pourquoi pas, comme on dit, jamais 203. Bah, si un jour tu veux qu'on reparle de quoi que ce soit, c'est avec grand, grand plaisir. Reste comme tu es et aussi bon courage pour tous tes projets. Avec grand plaisir. Merci à toi. Allez, De ciao. rien, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à m'aider à faire connaître le podcast en mettant un avis sur les différentes plateformes d'écoute. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Personnellement, j'ai adoré recevoir Yannick pour la seconde fois. Dans cet épisode, on se rend bien compte des sacrifices qui sont mis en place pour performer sur une telle course. Et surtout, le partage de Yannick m'a donné envie de vivre une telle expérience au moins une fois dans ma vie. Pour finir, merci beaucoup les triathlètes et à très vite. Ciao.